Khalil Mohamed sur le thème comment trouver l'articulation nécessaire entre les valeurs traditionnelles et les principes de la démocratie. Donc, sans plus tarder, M. El Khalil, je vous laisse la parole afin que vous débutez avec la séance. Allô? Mariam? Oui, M. El Khalil, vous pouvez y aller. Je peux? Oui, allez-y. Alors, aujourd'hui, ce soir, nous nous sommes donné rendez-vous pour réfléchir ensemble sur la thématique sur la démocratie et comment trouver l'articulation nécessaire entre les valeurs traditionnelles et les principes de la démocratie. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique est face à une révolution qui oblige les pays africains à se poser certaines questions. Est-ce que la démocratie occidentale, dont certains pensent qu'elle nous a été imposée juste après les années 1990, est-ce que cette démocratie est-elle compatible avec les États africains qui étaient des sociétés traditionnelles qui, après comme on appelle la colonisation des pays, on a divisé les territoires comme ça et les pays se sont constitués avec certaines ethnies, certaines tribus, certaines races, sans pour autant être ensemble depuis comme on appelle, belle lurette. Donc, le but de cette conférence est de pousser les intellectuels africains de repenser ou de penser le système démocratique dans une perspective éthique, en cherchant dans l'histoire africaine les sources d'une vision du monde où puisse s'enraciner aujourd'hui l'exercice du pouvoir politique. Donc, sur la base des valeurs d'humanité africaine, dans le contexte actuel de la mondialisation ou de mondialisation. Vous savez tous, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, aujourd'hui, c'est une obligation pour nous, Africains, et surtout la jeune classe intellectuelle, de se poser la question à travers le pouvoir politique. Sur quelle base d'humanité africaine nous pouvons prendre part au concert ou au mouvement de mondialisation. Donc, les questions de base mises en débat sont diverses. C'est-à-dire, nous nous sommes posé la question, quel est le système des valeurs qui se dégagent de la trajectoire historique des sociétés africaines dans leur vision de l'homme et de la société? Pourquoi dans leur vision de l'homme et de la société? L'Afrique est une vieille civilisation. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, les Africains, dans tout ce qu'on a eu à faire depuis le temps de nos ancêtres, c'était tout de se poser des questions qui nous donneront des réponses en fait comment l'homme peut vivre dans la transparence et la tranquillité, comment l'homme peut vivre dans la paix et dans le bonheur. Et donc, en trouvant ces réponses, les sociétés africaines ont octroyé une grande place et un grand rôle à l'être humain, l'homme avec hanche. Et donc, ce système est-il capable de fonder l'exercice démocratique tel qu'il s'est défini dans le monde d'aujourd'hui, dominé par les structures de la mondialisation? Parce que beaucoup de gens parlent aujourd'hui en disant non, nous ne voulons pas de la démocratie. Non, la démocratie aujourd'hui, nous devons se poser des questions. Comment pourrons-nous adapter la démocratie moderne aux valeurs africaines? C'est-à-dire comment pouvons-nous adopter les principes de la démocratie avec nos réalités socio-culturelles afin que nous puissions avoir des pouvoirs stables, qui est plus de coups d'État. Donc l'Afrique, aujourd'hui, nous nous sommes posés aussi certaines questions. Faut-il penser aux réalités de notre temps? Imaginez une démocratie africaine spécifique ou faut-il tropicaliser, si je vais dire bien, ou essayer d'y réfléchir un peu, les idées démocratiques que le monde actuel considère comme universelles? Voilà quelques questions que nous nous sommes posées et que certains grands intellectuels africains se sont posés depuis les années 90-2000. Et l'Afrique également a-t-elle besoin aujourd'hui de la démocratie pour résoudre ces problèmes d'aujourd'hui? Là, c'est une question. Aujourd'hui, nous voyons avec le coup d'État,
les gens ont tendance à dire non, la démocratie est là depuis 30 ans, les partis politiques sont venus avec le multipartisme, il y a eu la démocratie. La démocratie, c'est pas uniquement les élections. C'est que les gens oublient. Et donc, nous nous sommes posés, est-ce que nous, en tant qu'Africains, en tant que pays africains, aujourd'hui, vraiment, est-ce que nous avons besoin de la démocratie pour résoudre nos problèmes? Voilà. Et en réfléchissant sur ces questions, les valeurs suivantes nous interpellent tout de suite. Et quelles sont les valeurs de la démocratie? C'est-à-dire la question de l'alternance. Est-ce qu'en tant qu'Africains aujourd'hui, nous sommes prêts à accepter l'alternance au sein de nos pouvoirs, la séparation et partage du pouvoir? Nous avons une vieille constitution en Afrique ici, la constitution pour pouvoir, l'une des meilleures constitutions au monde. Mais quand nous lisons cette constitution, je pense bien, selon certaines explications, on va dans la scène de pouvoir que la famille reine, c'est uniquement la famille Kita. Et donc, vous voyez un peu, l'Africain étant habitué au respect de la chefferie traditionnelle, a une autre philosophie. Et donc, aujourd'hui, est-ce que les dirigeants africains, les politiques africains, les gens qui arrivent au pouvoir, que ce soit par les urnes ou par les fusils, sont-ils prêts à accepter l'alternance, le partage et comme on appelle la séparation du pouvoir? Aujourd'hui, au Mali, nous faisons face à une nouvelle révision constitutionnelle qui, on a vu, le pouvoir de chef de l'État sera diminué dans cette nouvelle constitution. Et donc, aujourd'hui, nous nous sommes posé la question. Est-ce que les pouvoirs africains, les dirigeants africains, sont-ils d'accord ou seront-ils prêts à accepter la présence d'un contre-pouvoir permanent, c'est-à-dire l'opposition permanente qui est là, qui doit être toujours là pour contrôler les actions de l'État? Dire non, à un moment donné, c'est pas bon. Alors, nous, en Afrique, on avait ça. On a toujours eu ça. Le roi a toujours eu c'est-à-dire le roi, que ce soit les Soudata Keita, les Soumoro Kanté, que ce soit comme on appelle les Biton Koulibaly, etc., les Samori Touré, ils ont toujours été confrontés à des gens qui ne partageaient pas du tout leur façon de faire des choses. Mais ils étaient parvenus à créer un dialogue social, c'est-à-dire avec ces opposants, afin de leur montrer que notre objectif, c'est un objectif commun, c'est le redressement de nos pays, c'est, comme on appelle, le développement de nos différents et de nos différentes localités. Voilà, vous allez voir dans l'histoire du Mali que certains grands empires ou certaines grandes, comme on appelle, localités, se sont parvenus à signer des pactes de non-ingérence, où on ne s'attaque pas. Quand l'ennemi tombe sur nous, voilà, on se dépêche pour contrer l'ennemi tout de suite. Donc aujourd'hui, nous nous posons ces questions-là. Est-ce que nos pouvoirs aujourd'hui sont-ils prêts à être questionnés par rapport à la bonne gouvernance? Et également la solidité des institutions et la promotion de la culture démocratique. Donc voilà toutes ces questions qui tournent autour de cette articulation-là, c'est l'articulation des principes de la démocratie et les valeurs traditionnelles africaines. Quand nous regardons l'école de la démocratie, à chaque fois qu'on parle de la démocratie en Afrique, les États africains ont la triste réputation d'être les mauvais élèves, comme on appelle, du principe démocratique. Mais en réalité, quand on regarde, quand on essaie de faire le calcul, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a fait grand pas par rapport aux questions, comme on appelle, du système démocratique, par rapport même à certains pays occidentaux où les gens oublient. Nous, à un moment donné, nous sommes parvenus à faire des élections, nous sommes parvenus à stabiliser nos institutions, nous sommes venus à créer de l'harmonie entre nos différentes institutions. Et donc, l'édification d'une véritable démocratie est mise à mal par la persistance de considérations tribales, ethniques ou encore publiques. C'est pourquoi moi, dans mon ouvrage, c'est-à-dire la démocratie et le tribalisme en Britannique, j'ai essayé de montrer de A plus B comment c'est-à-dire les chefferies traditionnelles ou les chefs tribaux parviennent à stabiliser le jeu politique, parviennent à stabiliser la tension sociale, parviennent à calmer ou à mettre fin à certaines questions de discordance entre les différents acteurs politiques. Et le rôle même des tribus dans les élections, le rôle des tribus dans la gestion du pouvoir, le rôle des tribus par rapport, c'est-à-dire aux questions du genre, aux questions de la femme, de l'autonomisation de la femme. Toutes ces questions, nous devons, en tant qu'Africains, savoir que ces choses-là existaient chez nous en Afrique. Quand nous regardons nos chefferies traditionnelles, c'est pour à chaque fois, moi je pense, à mon avis personnel, et c'est l'analyse que moi, aujourd'hui, pour réellement, c'est-à-dire avoir une véritable culture démocratique en Afrique, il faut renforcer le rôle
et retourner aux chefferies traditionnelles des Djibouti, entre guillemets, comme nous les appelons, de comprendre que ils ont un grand rôle à jouer et de leur donner, c'est-à-dire de la valeur, de rehausser encore leur image comme ils ont tous été, ces chefferies traditionnelles qu'on appelait les Djibouti. Donc, en appuyant sur ces gens, on peut inculquer dans l'esprit, des habitants les valeurs, comment on appelle, démocratiques au sein de nos villages et au sein de nos cercles, au sein de nos régions et dans nos capitales et au sein même de nos institutions. Donc, ces chefferies traditionnelles ont un grand rôle. Il faut leur donner cette place-là. Il faut leur, comme on appelle, inviter, c'est-à-dire au processus démocratique, mais pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. Ils ont toujours été là comme des acteurs, avec la diplomatie coutumière traditionnelle qui existait toujours, qui a toujours été là pour vraiment mettre fin à certaines questions ou à certains problèmes dans nos sociétés. Donc, il importe alors de repenser la démocratie en Afrique en commençant par s'affranchir aux mythes selon lesquels, à raison de leur organisation traditionnelle, c'est-à-dire les sociétés africaines seraient incomparables ou incompatibles avec la démocratie. C'est archi faux. Nous voulons une démocratie qui respecte les valeurs sociétales africaines. Nous voulons une démocratie qui respecte, c'est-à-dire nos cultures ancestrales. Nous voulons une démocratie qui respecte, c'est-à-dire les valeurs que l'Africain, lui, en tant qu'Africain, donne au roi, donne au chef de l'État, donne au président du quartier. C'est sur ces valeurs-là que nous voulons que la démocratie accepte et que la démocratie y adhère. Donc, nous, en tant que jeunes réflecteurs, en tant que jeunes chercheurs et consultants, nous devons chercher les réponses à ces questions afin de réinventer ou de repenser quel doit être le mot de démocratie en Afrique. Comment la démocratie doit procéder. Donc, la marche engagée par l'Afrique vers la démocratie par la voie institutionnelle ne sera véritablement effective qu'avec l'essor d'une véritable culture démocratique des hommes. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde parle au Mali de Mali Koura, Mali Koura. Moi, à mon avis, il n'y a pas de Mali Koura, en fait. Mais il faut parler de Mali noir, c'est-à-dire le bon Mali. Une des meilleures républiques au monde, c'est quoi? C'est avec des bons citoyens. C'est-à-dire qu'il faut calquer dans l'esprit des citoyens africains les valeurs démocratiques, qui ne sont autre chose que le respect des droits humains, que le respect des prochains. C'est-à-dire l'honnêteté. Ça existait dans nos royaumes, dans nos empires, bien avant l'avènement de la démocratie moderne. Nombreux sont ces pays africains qui ont été épinglés et mis en bas, mis au banc de la communauté internationale pour déficit démocratique. Les déterminables crises politiques, en regardant les crises politiques au Mali jusqu'à aujourd'hui, avant l'arrivée de la chaîne au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire la communauté internationale qui était originellement permissive sur la gestion politique des États a fait désormais de la légitimité démocratique une condition de reconnaissance des gouvernements. Alors aujourd'hui, nous voyons des gouvernements qui sont venus au pouvoir. Par exemple, le coup d'État qui est arrivé à Assimi Goïta au pouvoir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand tu fais un sondage dans ce pays, nous verrons tout de suite que voilà. Mais des gens qui ne sont pas arrivés, c'est-à-dire par les voies de jure, sont bien sollicités et respectés par le citoyen lambda malien et africain, que ceux qui sont venus par les voies de jure. Donc, il ne suffit pas d'avoir uniquement de l'argent, faire des élections et arriver au pouvoir, amener quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Dans nos royaumes au Mali, dans nos empires ancestrales, avant, le roi était secondé, c'est-à-dire par son fils ou son petit frère, mais ce petit était auprès du roi. Il apprenait auprès du roi, il connaissait le roi du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas un petit gâteau qu'on prend, on donne à quelqu'un. Le pouvoir, on prépare. C'est ce qui a manqué à nos démocraties en Afrique. Et Abtete est venu au pouvoir, il n'a préparé personne. Et Alpha Moro Konaré a gagné les élections en partant, même s'il a préparé des gens ou il n'a pas préparé. Nous, on prépare. Le pouvoir est sacré, en fait. Et le pouvoir ne peut pas être légué aux gens du jour, la même au braque. Non, il faut que la personne connaisse d'abord les valeurs ancestrales du pays. Quelle est la culture de ce pays? Quelle est la géographie? Quelle est l'histoire politique? Quelle est la géostratégie de ce pays bien avant, c'est-à-dire ton accession au pouvoir? C'est ce qui a posé beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays. Donc, de nombreuses crises d'ordre politique, social, économique et institutionnel ont abouti à des révolutions ou soulèvements populaires. Et vous avez vu au Mali ici, comme on appelle le mouvement du CNP, qui a été à l'origine de la chute du pouvoir de feu son excellence Ibrahim Boubacar Keïta.
qu'Allah ait miséricorde à lui. Et également, on a vu aussi des soulèvements populaires ou à des rébellions, et pire encore, à des coups d'État militaires. Donc, tout récemment, vous avez vu. Et donc, il faut toujours que les Africains repensent. Qu'est-ce qui a manqué aux démocraties, au système démocratique africain de pouvoir éviter tout ça? Pourquoi les pays qui se disent démocratiques, il n'y a pas de coup d'État là? Pourquoi il y a des coups d'État chez nous? Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Qu'est-ce qu'on doit le faire? Qu'est-ce qu'on doit, dans quel principe de démocratie moderne doit-il être adapté, comme on appelle au principe, ou à nos valeurs ancêtres? Qu'est-ce que nous devons faire? Ce sont ces questions que nous devons se poser. Forme décret d'accession antidémocratique au pouvoir, mais malheureusement prisée des États africains, majoritairement francophones, par exemple. Quand nous regardons les coups d'État dans les différents pays, les coups d'État, quand on regarde les pays francophones, ce sont ces pays-là qui ont comme on appelle, un score plus élevé par rapport aux coups d'État. Depuis leur accession à la souveraineté internationale, si les années 1960 ont été considérées comme celles des indépendances et des régimes du parti unique, caractérisées par une gestion opaque, partisane ou clanique des affaires de l'État, les années 90 au contraire ont rimé avec démocratie, multipartisme et un cortège de conférences nationales ou d'assises nationales devant se servir des cadres traditionnels des États vers la démocratie en passant par une refondation des républiques, fortement troublée à l'époque par des revendications populaires de nature démocratique. Regardez, beaucoup de gens disent que Moussa Traoré, il n'y avait pas la démocratie. Moi, je ne sais pas si c'était la violence, d'accord, si c'était l'injustice, d'accord. Mais au sein même du parti unique, les décisions n'étaient pas uniquement prises à les consultations se faisaient à l'intérieur du Mali, dans les hameaux, dans les villages, pour prendre une décision afin de valider par la majorité. Et alors, si la démocratie est le pouvoir de Dieu par le peuple, moi, je pense bien qu'on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas la démocratie. Bien sûr qu'il y avait des choses qui empêchaient la démocratie de jaillir, de bien se positionner, qui étaient l'injustice et la torture. Donc, malheureusement, les débats qui devraient être constructifs ont fait place au mensonge, au despotisme, à la calomnie, au discours haineux, voire tribaux. Ce sont ces choses-là qui ont empêché la démocratie africaine à se positionner et à être une démocratie exemplaire et à être une démocratie de grande valeur. Donc, ces événements ont contribué à l'altération du climat politique, à l'accentuation des clivages personnels, politiques, voire ethniques au maintien à la radicalisation des régimes dictatoriaux. Ici, des partis uniques qui sont devenus des partis forts qui n'ont rien à envier aux partis uniques datant, avec en toile de fond une pluralité de petits partis, pour la plupart sans envergure nationale. Par exemple, c'est quoi? Qu'est-ce que les hommes politiques ont fait? Les hommes politiques aujourd'hui, avec l'avènement du multipartisme, sont venus à créer des petits partis de gauche à droite. Et ces partis, c'était les mêmes personnes qui partageaient les mêmes visions. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble depuis longtemps, un clan, des amis. Et on fait des élections, c'est un ami qui remporte les élections. Il se fait par ses amis et qui disent pardon à ceux qui l'avaient un projet pour acte grave. Donc les fruits n'auront pas tenu la promesse des fleurs. Par la suite, les politiques ont brisé de facto le climat de confiance, d'une part entre eux et d'autre part entre eux et la population. Du fait du jeu illicite, des alliances contre nature qui se font et se défont au gré des situations politiques. C'est pourquoi aujourd'hui au Mali, il ne faut pas être étonné quand vous voyez ces leaders religieux occuper le terrain politique et devenir des chouchous de certaines populations. Mais oui, parce que les populations lambda ont été déçues par le comportement, la gestion du pouvoir, par le politique. Et directement, ils se sont confiés directement et ils pensent que l'homme religieux, le leader religieux est meilleur que l'homme politique. Et aujourd'hui, vous voyez, chaque jour, on assiste à la création des mouvements politico-religieux, chose qui est très, très dangereuse et qu'à un moment donné, l'État ne fait pas attention. Jusqu'à la veille des élections, on se retrouve avec des gens qui vraiment ont un slogan politique, mais caché derrière des idéologies religieuses, que ce soit fanatique ou non fanatique. Et donc aujourd'hui, nous devons se poser cette question. L'histoire des mouvements et récents du continent aux alternances difficiles nous confronte à une interrogation. Faut-il réinventer une démocratie à l'africaine
et une vie politique qui inspire confiance et fierté. Je dirais bien, et fierté bien sûr. Nul besoin de réinventer une démocratie et une vie politique. La démocratie est en construction. Les populations allant dans le sens de la consolidation de la démocratie et de l'assainissement de la vie politique existent déjà. Les gens sont déjà posés. Les gens savent ce qu'ils sont en train de faire. Et la barrière culturelle est souvent évoquée pour expliquer les difficultés rencontrées par l'Afrique dans son processus de démocratisation. C'est vrai, l'Africain, c'est que tel que notre vision en tant qu'Africain par rapport au pouvoir n'est pas identique. N'est pas identique à, comme on appelle, à la vision de l'Occident. Donc, il faut voir cette partie. La culture du chef qui caractérise les sociétés africaines ne serait pas un bon réceptacle pour l'incrustation de la démocratie. En réalité, cette culture ne saurait être un frein à l'émergence de démocratie. Cette idée est reçue et erronée. La plupart des nations africaines, avant la colonisation, étaient constituées en un royaume dont l'organisation n'était pas éloignée de celle de la monarchie parlementaire britannique aujourd'hui. Vous voyez, on avait ça, on se respectait. Le roi était respecté, ses conseillers étaient respectés. Les conseillers qui entouraient le roi, à l'époque au Mali, que ce soit au Mali, que ce soit comme on appelle dans les autres empires, c'était des conseillers qui représentaient les coûts sociaux. Si tu partais, tu te trouverais auprès du roi, un artisan qui représentait les artisans, tu trouverais un éleveur qui est un conseiller du roi qui représentait les éleveurs, un agriculteur qui était un conseiller du roi qui représentait les agriculteurs. Et si le conseiller a trahi sa couche, il parvenait à demander au roi de destituer ce conseiller. On l'a vu dans l'histoire du Mali. Donc aujourd'hui, nous, on avait notre vision et notre façon de gouverner les cités, comme on appelle aussi. Donc les affaires des cités se réglaient autour des arbres à palabres, comme vous le savez, avec la participation des populations ou leurs représentants. C'était le temps de légiférer, de décider, de juger. Voilà. Donc ce sont encore des choses qui sont dans la démocratie moderne. Dès lors, on peut sans équivoque établir un parallèle entre la structure des chefs traditionnels et notables et celle des chefs d'État et notables. Par exemple, le chefferie traditionnel, comme je l'ai dit, déjà que je respecte beaucoup, et à mon avis, je pense qu'il faut aujourd'hui rénover, les aider à reprendre leur place, à jouer leur rôle de médiateur traditionnel dans nos conflits par rapport à notre système démocratique, par rapport à notre processus démocratique. Donc, les peuples étaient associés à la gestion des royaumes. On assistait déjà à une forme d'élection des chefs où il s'agissait pour les populations de s'aligner derrière le candidat de leur choix, ici en Afrique. Celui qui emportait l'adhésion populaire était intronisé comme le montre l'exemple des peuples du nord du Togo. Ce modèle d'organisation sera mis à mal par la colonisation et la décolonisation. Donc la question de savoir de quelle démocratie l'Afrique a-t-elle besoin, ce questionnement fait sur trois exigences majeures et que je pense que les aujourd'hui doivent s'en expliquer. C'est quelles sont ces exigences-là? L'exigence d'angélité, comme on appelle d'endogénité. Il faut penser l'exercice du pouvoir politique en fonction des problèmes locaux et des solutions qu'il exige à partir des valeurs de l'humanité africaine. C'est-à-dire, les solutions à nos problèmes en Afrique ici doivent être endogènes. Mais ce ne sont pas comme on appelle, des solutions exogènes qui viennent derrière. Non, non, non. Nous, nos solutions les solutions à la crise malienne multidimensionnelle ou multiforme viennent. C'est-à-dire ces solutions sont ici en Afrique, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas à la Mecque, en Arabie Saoudite ou en Europe ou en Occident. Non, les solutions doivent être cherchées. Donc cette humanité vient d'ailleurs. Elle est le cœur de l'histoire africaine et de l'existence des Africains dans leurs désirs les plus profonds. C'est ce que j'exige. C'est ce que nous devons chercher à comprendre. Et la seconde exigence, c'est l'exigence pragmatique ou l'exigence pragmatisme ou l'exigence de pragmatisme. Il s'agit là de ne pas perdre de vue que l'Afrique actuelle vit dans le contexte de mondialisation qui a des valeurs dont la portée s'impose de plus en plus à toutes les choses. Nous ne sommes plus
dans la société de Soudata Keita, dans la société de Soumoro Kanté. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la société qu'on appelle la société mondiale, la mondialisation. Aujourd'hui, regardez, moi, je suis en train d'animer cette conférence. Je suis, d'une part, suivi, comme on appelle ailleurs, par je suis suivi, comme les gens sont en train de suivre, en même temps avec moi, dans des contrées différents, mais voilà, aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation, donc on doit s'adapter à cette société mondiale qui est là, qui est la société mondiale. Et donc, il n'y a pas d'un côté la démocratie africaine et de l'autre la démocratie occidentale. La démocratie, elle est universelle. Et cette universalité, nous, en tant qu'Africains, nous devons chercher à implanter ou à injecter au sein de cette universalité nos valeurs ancestrales et traditionnelles, en fait, que nos sociétés puissent vivre dans la paix et la tranquillité. Il y a l'universalité des intérêts qui concernent toutes les civilisations et au nom desquelles une démocratie mondiale doit être pensée. Il est l'heure, les gens vont s'écrire, la démocratie universelle, la démocratie mondiale doit être réfléchie, pensée, afin de prendre en compte, c'est-à-dire nos valeurs traditionnelles avec lesquelles nous, comme on appelle nos grands-parents, nos ancêtres, dirigeaient nos empires, dirigeaient nos royaumes. Comment nos chefferies traditionnelles fonctionnaient, le vestibule du roi, le vestibule du chef du village. Même aujourd'hui, quand vous partez dans le village, il y a le chef du village qui est entouré par ses, comme on appelle, par ses conseillers, qui le conseillent, qui disaient c'est bon, c'est pas bon, faites c'est là. Le troisième point, c'est l'exigence de globalité. La démocratie, elle est globale ou elle n'est pas. Cela veut dire que les éléments qui sont mis en relief comme essentiels par chaque peuple doivent être pris en compte par tous les peuples pour le bonheur universel. C'est-à-dire, par exemple, vous partez dans un pays islamique ou qui pense que c'est la religion, ou dans un pays chrétien, qui pense que la religion prime au-dessus des valeurs culturelles, il faut que la démocratie essaie de participer. Et tu viens au Mali, on pense que ce sont nos valeurs ancestrales qui priment, il faut que la démocratie essaie de s'en approprier, de s'approprier de ces valeurs-là, de les impliquer, de les mettre dedans, de les prendre en compte, afin qu'il y ait un bonheur universel. Vous savez, l'héritage de la colonisation est la politique divisée pour mieux régner et le repli ethnique. Si la démocratie est la dictature de la majorité sur la minorité, vous savez bien sûr, parce qu'en matière de démocratie, à chaque fois, on a dit la voix du peuple. Ben, tout le peuple, à un moment donné, ne partage pas la même vision. Mais c'est la vision de la majorité qui est prise en compte et respectée par la minorité à un moment donné, ou à un moment donné refuse d'accepter, c'est-à-dire cette vision de la majorité. Et cela ne veut pas dire aussi que la vision de la majorité qui est majoritaire est meilleure. À un moment donné, la majorité fait de l'horreur. Il faut que nous passions à tout ceci, à tout cela. Et comment les minorités ethniques sont-elles arrivées à prendre le pouvoir et à les conserver dans un contexte où les clivages ethniques ou tribalistes, comme en Libye, bien sûr, ont été créés et entretenus à dessein par les colons puis repris après les indépendances, par les clans présidentiels, pour continuer à exercer le pouvoir et à faire, comme on appelle, des bases sur les ressources de leur pays. Mais les frontières issues de la colonisation, nous savons tous, n'ayant pas tenu compte des limites des royaumes. On a pensé comme ça, on a divisé le royaume. Comme ça, sans chercher à comprendre où était la limite de tel royaume, de tel royaume. Les populations se sont retrouvées disloquées entre plusieurs pays, d'où la nécessité de travailler à la construction de nouvelles nations. Si réellement, mes chers amis, si réellement nous voulons que nos pays, avec les indépendances, on a assisté, vous savez tous, à une réelle volonté de créer des nations. Le constat de l'échec est probant, puisque le vote ethnique tribal, surtout, et régionaliste, est légion en Afrique, comme le montrent les exemples des dernières élections présidentielles et législatives au Kenya, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Et il est pratiquement impossible à un homme du Sud de se faire élire au Nord et vice-versa.
dans une région donnée. C'est le facteur ethnique qui prédomine. Mais nous, au Mali, avec le brassage ethnique, nous n'avons pas ce problème. Mais il y a des États où dans une zone, un habitant du Sud ne peut pas être candidat au Nord et il va gagner, c'est impossible. Mais au Mali, tel n'est pas le cas. Donc, les États africains ont-ils échoué dans la construction de leur nation? La question reste toujours posée. Manifestement, on peut dire oui. On entend parler partout comme de nations que dans les discours politiques. La fibre patriotique et nationaliste n'existe que pendant les matchs de football. Quand nos équipes nationales jouent, on voit la fibre patriotique, mais avec l'arrivée de la jeune au pouvoir, on a commencé à voir cette fibre patriotique souvent qui est là, qui ne cherche pas à comprendre réellement les raisons des choses, mais quand même, on sent qu'il y a une sorte de nationalisme qui est, c'est-à-dire qui est dans tout un chacun veut. Oui, c'est très bien, mais il faut penser à la mondialisation. Donc, la vie politique n'inspire plus confiance, surtout en prenant compte le rôle prépondérant des armées à la solde des clans présidentiels. Certaines armées, dans certains pays, ne sont jamais restées impartiales. L'Afrique a enregistré des avancées, il faut le dire comme je l'ai dit à l'introduction. Aujourd'hui, on prête à l'Afrique d'être un mauvais élève. Un mauvais élève par rapport au processus démocratique, mais le continent noir a enregistré des avancées notables et des échecs qui s'inscrivent dans le cours normal du processus de démocratisation qui est plus ou moins long selon, comme on appelle, les spécificités des pays. Avec ses multiples accords, traités internationaux, continentaux et régionaux, l'Afrique a déjà un cadre assez séduisant et propice à l'émergence de véritables démocraties. Ça, c'est une réalité qu'il faut accepter. Et donc, il ne faut pas perdre de vue. L'élément existe déjà. Il est connu de tous. Il émanera de la volonté des autorités politiques africaines de traduire dans les faits ces différents textes. Ces textes qui sont là, il faut les appliquer. Il faut les traduire. Même la nouvelle constitution que nous, les Maliens, nous allons voter. D'accord. Nous allons tous voter oui presque. Mais quand nous votons oui, il faut que les autorités traduisent ces textes-là, cette volonté-là à une volonté politique. Il faut que ces textes soient appliqués. Nous en citerons quelques-uns en guise d'exemple. La Charte africaine de la démocratie des élections adoptée le 30 janvier 2007 à Addis Abeba, Éthiopie, constitue la manifestation de la volonté des États africains diriger la démocratie en modèle de développement en s'engageant dans la promotion de la culture de la démocratie, du principe de l'état de droit et des droits de l'homme. Mais pourquoi aujourd'hui on empêche aux gens de parler? Pourquoi dans certains pays africains, on ne peut pas avoir une position différente de celle, comme on appelle, de celle du chef de l'État? Et alors que ces chefs de l'État sont signataires de cet accord, comme on appelle, ce principe de la démocratie. Donc, aujourd'hui, la volonté est bonne, une volonté politique intelligente. Mais il faut aussi que, comme on appelle la population, que ce soit les intellectuels, la population lambda, s'implique, soit arbitre, soit souvent activiste par rapport à certaines réalités. Le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, protocole additionnel, comme on appelle, au protocole sur la prévention des conflits armés, à son article 2, section 2 relative aux élections chapitre 1, interdit la modification des constitutions 6 mois avant les élections. Mais aujourd'hui, on voit, on a vu en Côte d'Ivoire, pire que ça. On a vu dans certains pays, certains chefs d'État ont cette volonté, ou veulent toujours changer les conditions pour pouvoir s'éterniser, comme on appelle ça au pouvoir. Mais on ne peut pas vouloir quelque chose au contraire. On ne veut pas dire que nous voulons la démocratie. Non. Mais c'est pourquoi moi, dans cette conférence, j'ai souligné un aspect qui sera presque la fin de ma conférence, c'est-à-dire le rôle et le soutien de la communauté internationale. C'est très important. Donc, ce chapitre 1 interdit la modification des constitutions 6 mois avant les élections. La déclaration de Bamako du 3 novembre 2000, adoptée après le symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits de l'homme, des droits et libertés dans l'espace francophone, a recensé les acquis, les insuffisants échecs de la démocratie pour enfin proposer des solutions à l'ensemble des pays africains. Cet arsenal de textes traduit qu'un effort substantiel est fourni, en tout cas, dans un cadre assez théorique, pour trouver un bon bout à la taille des aspirations pressantes et manifestées des peuples africains.
qui ont soif de démocratie, qui veulent la démocratie, qui veulent le respect des droits humains. Donc, les manifestations plus ou moins violentes des Tunisiens, des Égyptiens et des Libyens ont contribué à mettre la question de la démocratie à l'ordre du jour dans les pays d'Afrique noire, en passant par la Chine et les grandes monarchies arabes. Vous avez vu, quand il y a eu le régime d'Ibeka, quand les gens ont commencé à crier certaines actions ou des actes de la part de l'autorité de l'époque, pour les développements, il y a des pratiques vraiment qui sont là, qui ne sont pas des bonnes pratiques, il faut tout arrêter avec ces pratiques. Et vous avez vu, quand les autorités n'écoutent pas ce que le peuple veut, il y aura toujours, comme on appelle, une déception de la part. Donc, le dernier point, c'est se demander le rôle et le soutien de la communauté internationale, qui sont souvent acteurs ou partisans, ou souvent jouent un rôle d'hypocrisie par rapport à nos affaires internes. Ça, il faut le dire. La communauté internationale doit véritablement accompagner le processus de démocratisation de l'Afrique dans le respect des droits des peuples africains, à disposer d'eux-mêmes le rôle joué par la communauté internationale, gardienne des valeurs dans la résolution des conflits, voire dans leur prévention, est louable et souhaitable au regard des difficultés à régler des crises internes. Ce sont les réalités que nous devons se dire. Donc, cependant, son champ d'intervention s'étend élargi et ses actions diversifiées, elle doit se garder de se confondre avec une société internationale qui a, contrario, défend les intérêts. Ah, là, c'est dangereux. La communauté internationale ne doit jamais défendre ses propres. Non, c'est l'intérêt du peuple. Il doit être défendu par la communauté internationale en tant que garant de la stabilité du monde. Mais les acteurs de la société internationale étant les mêmes que ceux de la communauté internationale, est vide, franchi, quand ceux-ci sont ostensiblement permissifs avec des régimes pratiques peu démocratiques ou pire, des régimes antidémocratiques qui sont les amis de certains pays étrangers qui volent l'argent du peuple et partent acheter des villas. Hein? C'est un absolument. Nous sommes gardiens de la stabilité. Nous sommes gardiens des valeurs démocratiques. Nous ne pouvons pas vous permettre, en tant que chef d'État africain, voler piller l'argent du peuple et aller construire des villages sur nous, acheter des villages sur nous. Mais non. Car ils n'hésitent pas à faire de ces régimes boiteux, illégitimes et mafieux des partenaires privilégiés, leur assurant de facto des pouvoirs à vie et des successions dynamiques aux grandes dames des populations. On a vu certains pays, moi je ne sais pas le nom d'un pays, mais qui à un moment donné a été du côté des dictatures ou des dictateurs pour vraiment, comme on appelle, avoir leur part dans de gâteau, en faire le monsieur, parce que le chef d'État qui est là, qui est dictateur, qui s'en fiche de ce que le peuple veut, qui fait ce qu'il pense, et ami avec eux, il partage tout avec eux. Et donc aujourd'hui, on va arrêter ça. La population, il est temps que la population internationale s'arrête et se pose une question. Quel est notre rôle? Quel soutien devons-nous apporter aux pays africains dans leur procédure de démocratie? Donc, il faut que ça cesse. Les conditionnalités de l'aide au développement doivent être respectées sans un régime de faveur, mais la réelle politique. C'est ce que nous voulons. Nous apprend également, la réelle politique nous apprend réellement que le monde a toujours existé avec des intérêts. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que la meilleure manière de se faire servir est de servir soi-même. Les politiques africains, comme on appelle les hommes politiques, doivent prendre leurs responsabilités devant leur peuple et devant l'histoire. Selon tel un virus cybernétique, le parvenu de Jasmin continuera à faire son bonhomme du chemin. Cependant, il est impérieux de préciser que la démocratie n'est pas dans les institutions, mais dans les hommes, comme dit Georges Bourbeau. Alors, voilà ce que j'avais comme réflexion à partager avec vous par rapport à cette discussion. Comment articuler les principes de la démocratie avec nos valeurs ancestrales.
Et je suis arrivé à la fin de ce que j'avais comme idée, j'avais comme proposition à le faire. Donc, je laisse la parole à la modératrice de voir ou de dire ce que Monsieur El Khalid, merci pour cette intervention et ces éclaircissements sur les valeurs traditionnelles avec les principes de la démocratie. Néanmoins, nous avons deux questions qui sont dans la partie discussion qui vous sont adressées. La toute première question est la suivante. Faut-il réadapter la démocratie aux valeurs politiques africaines? Donc, je vous laisse répondre à cette question et je reviens vers vous pour la deuxième question. Je répète, faut-il réadapter la démocratie aux valeurs politiques africaines? Merci. Oui, la réponse est tout à fait normale, mais ce n'est pas aux valeurs politiques, mais uniquement mais aux valeurs culturelles. Parce que la démocratie n'est pas uniquement politique, c'est ce que beaucoup de gens pensent. La démocratie est culturelle, la démocratie est politique, la démocratie est économique, la démocratie c'est la bonne gouvernance, la démocratie c'est la gestion des biens publics, la démocratie c'est le respect des droits humains. Donc aujourd'hui, nous, notre démocratie en tant qu'Africains, cette démocratie doit être adaptée ou doit s'inspirer des valeurs sociétales ancestrales des Africains, afin qu'on puisse avoir vraiment un système démocratique cohérent, disons, un système démocratique qui reflète ou qui parvient à répondre aux préoccupations de nos localités. C'est-à-dire qu'on doit résoudre, comme je l'ai dit, les réponses sont endogènes, ne sont pas exogènes. Donc, au moment où les réponses sont endogènes, forcément, nous devons adapter ces processus démocratiques ou ces valeurs démocratiques-là à nos valeurs politiques, ancestrales et culturelles. Nous, par exemple, on avait en matière de commerce, on avait du tropisme. Si aujourd'hui on veut adapter la démocratie au tropisme, qu'est-ce qu'il faut accepter? La justice sociale. Merci pour votre réponse et je pense que la personne qui a posé la question, j'espère qu'elle est satisfaite de la réponse. Il y a une autre question qui est là. Les langues nationales peuvent-elles être des relais de développement? Comment? Comment? Les langues nationales peuvent-elles être des relais de développement? Des remèdes, pourquoi? Des relais de développement. Néanmoins, oui, si bien sûr que les langues nationales sont des relais de développement parce qu'aujourd'hui, Christophe Digital Africa est une grande institution qui est en train d'aider la jeunesse, qui donne la parole à la jeunesse, qui est en train d'éveiller l'esprit critique d'une majorité de jeunes et qui parlent la langue française. Mais si Christophe Digital Africa organisait des forums en langue nationale, cela permettra aux villageois qui est à Siribala, qui est à Dougabou, qui est à Tombouctou, qui est à Kidal, comme on appelle, de comprendre comment gérer les affaires de la cité, comment s'impliquer en tant qu'acteur, etc., etc. C'est réellement de valeur de développement, et surtout local. Merci El Khalid. Je pense que nous vient de vous remercier également pour votre réponse. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous avoir pour cette séance. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des questions à poser, n'hésitez pas. Sinon, nous allons mettre fin à la séance. Je ne vois pas d'autres questions dans la partie discussion. Donc, du coup, merci infiniment, M. El Khalid. Nous ne cessons de vous remercier pour votre disponibilité et pour ce que vous faites pour transmettre ce que vous avez comme connaissance sur tout ce qui est valeurs traditionnelles et pour tout ce qui est domaine concernant la démocratie. Merci infiniment pour votre intervention et à bientôt pour d'autres séances. Oui, c'est à moi de remercier Christophe Digital Africa, notre président Amadou Diawara, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka à tout ce qu'il entreprend et de donner la chance à Christophe Digital Africa de conquérir le reste du monde, que ce soit une institution internationale. Je vous remercie beaucoup. Merci. À bientôt. Merci bien. Bye bye. Merci.